Merci de l'invitation d'abord. Merci à Jean-Philippe, merci à Bernard de l'invitation. Et bonjour à toutes et à tous. Alors moi je reste assis déjà parce que je suis beaucoup moins grand que Gatien, vous ne me verriez pas. Donc voilà, je reste plus tranquillement assis. Ouais, j'ai pour ambition, à la demande de Bernard, de vous proposer, dans un court temps, 45 minutes, de vous éclairer sur des travaux qu'on mène de recherche d'ailleurs avec Bernard et d'autres collègues chercheurs québécois et suisses, de vous proposer une ambition, celle d'articuler les logiques évaluatives et participatives, et non pas de les opposer, et non pas de les considérer comme inconciliables. Donc on a pour ambition de travailler à une nouvelle école paradigmatique, un nouveau paradigme qui consisterait à intriquer les deux notions de manière à pouvoir émanciper, de manière à faire en sorte que les personnes concernées, les usagers, peu importe les termes, et tu as raison, les termes ne sont pas identiques entre usagers et personnes accompagnées, puissent véritablement trouver au sein des institutions et en dehors des institutions des process ou des logiques d'émancipation. Et il me semblait intéressant, mais c'est un peu, j'irai vite parce que Gatien a un peu rassemblé les choses. Moi, je l'ai plus rassemblé d'un point de vue de sociologie politique et de sciences politiques, sous le fait que je pense qu'on ne peut pas comprendre ces nouveaux emboîtements, ces nouvelles logiques de participation, ces logiques d'évaluation et d'émancipation, d'inclusion, ou d'activation, je redirai un mot par rapport à ça, sans comprendre l'évolution de l'État social finalement. Et donc, avec certains auteurs, chercheurs, on croise le fer par rapport à ça. On passe bien d'un État social dit providence, mais certains n'aiment pas le terme, on va dire un État social protecteur, à un État social, donc d'un État social solidariste à un État social actif à la française, et j'en dirai un mot. Mais ce qui couronne les enjeux de cette transformation de l'État social, c'est bien l'arrivée de quelque chose d'important, c'est le virage inclusif, c'est le tout inclusion, c'est les logiques d'émancipation. Je vous propose Gatien a caractérisé ça à partir de 1945, mais c'est vrai, il faut partir de la Seconde Guerre mondiale, pour parler en effet de l'action sociale comme un quasi-secteur qui est porté par un État protecteur, un État-providence, un État social. Un quasi-secteur, c'est quoi au sens de certains sociologues, Marc Rousseau et d'autres, Manuel Boucher? C'est un espace ayant à gérer des problèmes bien identifiés sur un territoire national, où des professions particulières, par exemple le travail social, les travailleurs sociaux, s'organisent, et finalement dans lequel on rencontre aussi un corps de fonctionnaires, par exemple pour le secteur social, les inspecteurs des affaires sociales. Donc il y a un quasi-secteur, pourquoi? Parce que tout ça s'organise, tu l'as dit, ça se professionnalise, ça s'institutionnalise. Et dans cette période, on a bien des normes nationales qui se mettent en place, des administrations spécialisées, c'est-à-dire des structures du social, des institutions sociales qui se mettent en œuvre, et on a bien des logiques, si vous voulez, de professionnalisation des travailleurs sociaux et d'institutionnalisation, c'est de mise en forme en institution des structures, finalement, du social, anciennes structures, je rappelle, issues de la charité et du caritatif, hein, je rappelle, dans l'histoire du social. Et à ce moment-là, l'État, il est centralisateur, il est central. Il est éloigné, bien sûr, des logiques des acteurs, il est éloigné des acteurs, finalement, de la population, je vais le dire comme ça, et il est aussi éloigné dans la prise de décision à l'échelle locale, bien entendu, puisqu'il surplombe, il en surplombe cet État social. À ce moment-là, on a une logique d'usagers qui sont plutôt considérés comme des administrés, et une logique de protection et d'assistance. En gros, le travail social, à ce moment-là, est un auxiliaire d'intégration de l'État social. Donc c'est ça qui est intéressant. Mais je le redis bien, il y a tout un process d'institutionnalisation et de professionnalisation, au premier titre duquel on a l'arrivée des premiers diplômes du travail social. Ensuite, on a une seconde étape qui se structure plutôt, dans les faits, après 1975, à partir du premier choc pétrolier, dans les faits 73. Mais bon, on peut le qualifier, ça dépend, il y a des discussions aussi théoriques par rapport à ça, mais à partir de 75 jusqu'aux années 2000, on peut dire que là, il y a un État qui se transforme et un État qui devient finalement animateur. Et qui devient animateur précisément en local et non plus en central. En fait, il y a une décentralisation, il y a un décentralisme du parisianisme qui centralise toutes les décisions et qui organise. Là, il y a une décentralisation, c'est tous les process de déconcentration de l'État et de décentralisation qui commencent, je le rappelle, dès les années 82-83, enfin 80, pour les premières vagues de décentralisation. Et là, on a bien, avec ces enjeux-là, une redécouverte des vertus de la proximité
avec les usagers, les concitoyens. Donc en local, on a bien une déconcentration, une décentralisation et une territorialisation, voire selon Michel Chauvière, une domanialisation de l'action sociale. Et on a aussi une extension des préoccupations des populations en matière sociale, en matière de problématiques sociales. La question sociale s'étend et on a l'apparition d'une diversification des champs de l'action publique. Donc, on arrive sur des logiques aussi qui, dans ce moment-là, compte tenu de certaines lois, notamment, j'en cite certaines d'entre elles, la loi de lutte contre les exclusions, tous les enjeux autour des politiques de la ville, tous les enjeux de création d'un tiers secteur via l'économie sociale et solidaire, les structures d'insertion par l'activité économique et même des statuts d'emploi spécifiques, par exemple les emplois jeunes, on a à ce moment-là une tentative de déstabilisation des métiers canoniques du travail social qui ont émergé dans les années 45-75. Les métiers canoniques du travail social étant les plus connus, assistante sociale, éducateur spécialisé, éducateur technique, etc. Bon, il y en a 5 finalement qui sont référés. Finalement, à ce moment-là, on a un État animateur qui tout d'un coup commence à s'intéresser à ce que certains auteurs appellent le New Public Management, la nouvelle gestion publique, et qui essaye de faire en sorte de faire pénétrer les modes de management du secteur privé dans les logiques finalement de la fonction publique, des fonctions publiques d'État territorial et hospitalière. On a à ce moment-là des usagers qui sont considérés comme diversifiés dans leur représentation et leurs intentions et leurs besoins. On a le développement de logiques d'équité, de justice sociale, de cohésion sociale, de lutte contre les pauvretés et contre les discriminations. Et puis on a l'apparition, je donne le là ici, de quelque chose d'extrêmement important dans cette charnière-là temporelle et historique, du revenu minimum d'insertion, qui est finalement déjà, je l'annonce, et à ce moment-là, pour moi en tout cas, et pour d'autres chercheurs, une logique d'activation des personnes. C'est une stratégie d'activation des personnes, je m'explique, c'est remettre en selle, entre guillemets, ceux qui vont mal socialement et pour renforcer leur pouvoir d'agir. Et on commence à instaurer, dès 89 avec le RMI, mais un petit peu avant, historiquement, sur d'autres points, on commence à instaurer des logiques de contrepartie. Dernier point de ma démonstration à partir de 2005, suite des formes de décentralisation, mais je dirais même accumulation de la décentralisation et de la régionalisation, mais on passerait à un État qui se réordonnance en local, précisément, il devient actif en local et il organise, je dirais, la concurrence entre associations en local via une action sociale qui est gouvernée par des chefs de file, les conseils départementaux, les communes, les conseils régionaux, les communautés, mais aussi qui sont pilotés par des agences, tu les as citées, l'agence régionale de santé, mais avant l'agence régionale hospitalière. Enfin, il y aurait toute une logique à prouver et à démontrer, mais elle me semble importante, notamment, et l'arrivée d'appels à projets, l'arrivée de l'évaluation, qui rentre vraiment fortement de façon forte et qui imprègne et qui distille des choses nouvelles dans le secteur social et médico-social et sanitaire, le sanitaire étant passé par là avant nous, avec les formes de certification. Je fais des raccourcis, mais c'est la rapidité de l'intervention qui m'oblige à les faire. Et puis on arrive dans, tu l'as dit, j'y reviens pas, les dispositifs et les ciblages de population, parfois la segmentation des populations, et surtout la contractualisation avec les populations, tu l'as rappelé dans le cadre de la loi 2.2. Enfin, on a aussi des calculs, des regards, des recherches, des études sur ce que Chauvière appelle les investissements sociaux, avec des formes de rentabilité et de développement de services, voire des entrées en économie, les impacts social bonds, pour reprendre Michel Chauvière. Et puis on a en effet des logiques de parcours, des parcours qui s'individualisent. On a le développement des progrès médicaux, bien sûr, via la question de la prévention précoce et l'inclusion des personnes handicapées qui se mettent en place. Mais il y a un renversement paradigmatique, on passe bien là vers un usager qui est plus un simple administré, qui n'est pas simplement quelqu'un qui a des besoins, mais quelqu'un qui devient, dans les logiques d'émancipation et d'autodétermination, voire d'activation, qui devient, et là encore on en discute avec d'autres sociologues au niveau national, qui devient un entrepreneur de soi, donc qui finalement prend son destin en main, et qui, en tout cas sur lequel on fait peser potentiellement des logiques de responsabilisation et d'activation. Pour faire simple et pour résumer, selon Marc Rousseau, un chercheur qui anime la chaire de sciences politiques à Rennes, sur territoire, etc., nous dit l'État social est en train donc de se recomposer. Il devient actif au sens où la dynamique de projet, la sélectivité des plus démunis, donc l'individualisation des prises en charge,
associées à la dynamisation des individus, sont les caractéristiques principales des nouvelles logiques d'intervention et d'activation de la personne, voire de la protection sociale. Je souhaitais également, comme Gatien, faire un détour, un petit rappel historique sur la question de l'évaluation et de la participation, en rappelant que la loi de 1975 vient quand même structurer un certain nombre de choses pour l'action sociale et médico-sociale. Tu l'as rappelé, je vais vite. Mais en tout cas, elle était quand même centralement, elle était centrée, j'enlève le centralement, centrée sur l'institution. Et sur l'institution, finalement, moins sur la personne quand même à ce moment-là, que la loi 2.2 en tout cas, de mon point de vue. Mais enfin, en tout cas, elle avait une ambition, c'était d'unifier le secteur. Je rappelle que ça se passait au sein des hôpitaux publics et qu'il y avait la prise en charge des personnes psychiatriques, par exemple, en hôpital psychiatrique ou les personnes âgées, ça se passait dans l'enceinte de l'hôpital public et c'est assez cohérent avec la démonstration historique que je viens de faire de construction de l'action sociale dans des institutions spécifiques. Où je rappelais, ça venait, il y a des chercheurs qui ont expliqué ça, de la charité, du sanitaire, etc. Je rappelle aussi que la participation commence à apparaître assez tôt dans les enjeux de l'action sociale, à partir de la circulaire de la lettre adressée par Nicole Questiaux en 82, qui prenait déjà l'exigence dans cette lettre d'un développement participatif important à partir des usagers eux-mêmes, dès 82. Ensuite, je rappelle, mais là je vais aller vraiment vite, que la loi 2002, bien sûr, se centre sur la personne, l'usager au cœur des dispositifs, etc. Et dans ce cadre-là, il y a bien une évolution des textes de loi qui indique l'émergence d'une logique de citoyenneté. Parents et enfants deviennent acteurs de leur propre histoire. Il s'agit bien dans cette loi donc d'affirmer et promouvoir les droits des usagers. Depuis la promulgation de cette loi, qui a 20 ans, tu le rappelles, et qui n'est pas toujours mise en œuvre parfaitement dans tous les établissements encore aujourd'hui. Donc voilà, s'il y a un bilan à faire, c'est que parfois certains outils ne sont pas conformes ou très largement obsolètes ou n'ont pas été du tout mis en œuvre dans certaines institutions du social. Je rappelle que par ailleurs, la protection de l'enfance avait beaucoup de retard par rapport à ça, notamment ce secteur précisément sur lequel j'ai fait des études et des recherches de comparaison franco-québécoise, avec beaucoup de retard par rapport à ça. Enfin bon, depuis la promulgation de cette loi 2002, la participation des usagers est vraiment inscrite dans des politiques de solidarité et elle s'inscrit dans différentes lois depuis et elle s'institutionnalise, etc., pas à pas dans la dynamique juridico-légale et de politique publique. Et il y a un décret qui est intéressant à reprendre de 2007 qui fixe finalement le cahier des charges pour l'évaluation des activités et de la qualité des prestations des établissements sociaux, médico-sociaux et qui insiste en effet sur l'effectivité du droit des usagers et à ce titre met la notion de participation des personnes, premières concernées, personnes concernées ou usagers, au cœur de l'évaluation. Il mentionne ce décret les conditions de participation et d'implication des personnes bénéficiaires des prises en charge et la capacité de l'établissement ou du service à faciliter et à valoriser l'expression de la participation des usagers via certains outils, le Conseil de la vie sociale et d'autres formes de recueil d'expression de la parole des usagers. La participation a pour objet de faire en sorte des usagers qu'ils contribuent à leur accompagnement. Elle suppose donc des accompagnants une exigence d'implication des personnes, des accompagnants donc des travailleurs sociaux, mais je dirais des intervenants sociaux largement, voire des soignants, voire des auxiliaires paramédicaux ou des soignants, des médecins autant que tels, bien sûr. Et elle impose aussi elle propose une réflexion qui reflète une perspective qui se refuse à associer les individus à de simples gouvernés. Non, c'est plus des simples administrés. Ils ont des choses à dire, tu l'as très bien dit dans ta conclusion. Ils ont des choses à porter, ils ont des doléances, des désirs, des besoins et des attentes autour desquels l'action sociale doit se mettre en ordre de marche. Je partage absolument ce que tu as dit dans ta conclusion. Donc cette notion, rapportée aux politiques publiques et sociales, cette notion consacre une nouvelle conception de l'organisation sociale, de l'appartenance sociale et de la cohésion sociale. La notion de participation, finalement, signifie la primauté de l'individuel sur le collectif, donc de la personne sur le collectif. La subjectivité individuelle devient une composante essentielle de l'appartenance sociale, et celle-ci n'est effective qu'à condition d'être ressentie par les individus. Donc la participation rejette en fait la figure de l'administré,
qu'elle juge trop passive, réglementaire, au profit de celle d'usagers ou de personnes accompagnées, qu'elle considère plus active, bien sûr, plus individuelle et mieux maîtrisable par chacun. C'est les travaux de Brigitte Bouquet, ancienne titulaire de la chaire du travail social au CNAM, et de Jean-Yves Barrère, auquel là je me réfère. Sans cette perspective, les établissements sociaux et médico-sociaux doivent se voir en fait comme des instances de reconnaissance et d'affiliation sociale avant de se penser comme des espaces d'ordre, comme des pacificateurs finalement d'inégalité. Mais ils doivent se comporter simplement en administrateur ou en normalisateur. Non, on demande également à l'individu finalement de devenir l'acteur de sa relation avec la société et de la réappropriation de ses propres droits. Alors, il est vrai qu'on parle de droits capacitaires, c'est une analyse aussi intéressante à faire, mais en tout cas, c'est par la loi affirmé en ce sens-là. Elle résume aussi ainsi les significations de la participation, donc Catherine Selnay que j'ai citée, de la façon suivante: participer et emprunter au latin participare, qui a 3 acceptions: faire participer, partager, répartir, donner en partage, et avoir sa part. Après, il y a d'autres travaux qui nous permettent de mesurer, je dirais, les degrés de la participation. Par exemple, l'échelle de Hart de 1992 qui montre qu'il y a 8 piliers d'échelle de participation, de mesure de la participation, 3 niveaux qui sont de la pure non-participation, voire de l'instrumentalisation, et des niveaux extrêmement hauts qui sont de l'ordre de la codécision, de la coproduction des services avec les personnes. Puis il y a d'autres grilles qui nous aident, la grille de la NESM par exemple, qui nous a aidé à montrer qu'il y a l'échelle 0 de la participation jusqu'à l'échelle 4 et 5 de la participation, où là on parle vraiment de co-construire le service, la codécision avec les personnes concernées, etc. Je fais un petit détour par l'évaluation qui maintenant a été revisitée par la loi du 24 juillet 2019, donc dans ce cadre-là. Et du coup, l'HAS, récemment, la Haute Autorité de Santé, s'est vue attribuer la tâche de réformer les procédures relatives à la mesure de la qualité. Alors, récemment, le 10 mars 2022, il y a eu la publication d'un référentiel national d'évaluation, tout nouveau, des ESMS. Et ce texte constitue, selon certains auteurs comme Anne Salmon, par exemple, qui est professeur au CNAM, sociologue et philosophe, constitue quand même un levier de mobilisation par rapport aux enjeux de l'évaluation des professionnels. Et il vise 3 objectifs. Permettre à la personne donc d'être actrice de son parcours, renforcer la dynamique qualité au sein des ESMS et promouvoir une démarche porteuse de sens pour les ESMS et leurs professionnels. Le document est structuré. Alors là, ça commence à devenir intéressant parce que ça se complique. Hein. Là, on est dans un monde complexe à la Edgar Morin. Et ça se rapproche, pour moi, première analyse à chaud, hein, on n'a pas encore complètement décortiqué le nouveau référentiel, mais ça se rapproche de la certification que vous connaissez dans le secteur sanitaire et hospitalier. Là, très strict, je m'explique. Enfin, on nous explique, le document est structuré en 3 chapitres, centrés sur la personne, les professionnels et les ESMS. La densification du projet, l'organisation de travail, etc. Bon, il se décline en 9 thématiques, parmi lesquelles figurent la bientraitance et l'éthique. En 42 objectifs, ce n'est que des exemples que je donne là, ce ne sont que des exemples. Exemple, la personne accompagnée s'exprime sur la bientraitance. Et en 157 critères, exemple, la personne accompagnée exprime sa perception de la bientraitance. On parle de l'accompagné traceur, le patient traceur, l'expert patient, etc. C'était déjà fait, le patient expert, c'était déjà fait dans le cadre des certifications. Ça y est, on y est. Donc on est sur la personne accompagnée traceur, pour qualifier la personne accompagnée placée au centre de l'évaluation. Peut-être qu'on parlera du travailleur social tracé. Et qu'est-ce que ça veut dire traceur? Moi, je connais dans les voitures, il y a des GPS qui nous indiquent comment on trace les gens. Je connais en chimie la question des traceurs. Je connais, voilà, dans d'autres logiques, la question de la traçabilité qui a forgé et fondé la question des démarches qualité. Mais en tout cas, là maintenant, c'est la personne qui devient traceur. Donc on va voir jusqu'où ça va aller. In fine, en tout cas, le nouveau référentiel produit par l'HAS nous indique aux établissements qu'il va falloir quand même coter tous ces indicateurs
de 1,1,5, le niveau 5 étant le niveau le plus optimisé, donc la performance. Le terme de performance est lâché, mais Gatien, tu l'as rappelé, dans la NAP, il était lâché avec l'Agence nationale d'appui à la performance. Absolument, déjà, il y a déjà quelques années, j'ai plus en tête, mais déjà une dizaine d'années. Et donc voilà, et une première analyse à chaud, réflexion avec quelques sociologues que j'ai déjà croisés entre-temps, c'est de se dire, cotation, là, par rapport aux critères objectifs, très bien. Est-ce que par la suite, dans quelques années, ce sera notation des établissements sociaux et médico-sociaux sur leur capacité à délivrer des services de qualité, etc. Ben, ça existe déjà dans le secteur hospitalier. Vous êtes tous bien d'accord avec ça, qu'on peut trouver les classements des meilleurs services hospitaliers en néphrologie, en oncologie, etc., qui est bien classé, qui ne l'est pas, etc., etc. Bon, en tout cas, il peut y avoir, en tout cas, cette dérive-là. Et le problème de fond, c'est que ce nouveau référentiel d'évaluation proposé par l'HAS, il y a un défaut, c'est qu'il y a un défaut de bilan, malheureusement. Alors, on n'arrête pas de nous rebattre les oreilles avec les logiques de participation et d'évaluation. Tout est évaluable depuis tout temps. On évalue l'école, on évalue l'université, on évalue les centres de formation, on vous évalue depuis très tôt. On évalue les institutions, bien sûr, et l'activité, les métiers en acte et les activités de métier. Très bien. Mais là, il y a un défaut d'évaluation, notamment des lois. Des politiques sociales, la loi 2005, la loi 2002, la loi 2009, la loi 2016, etc. et 2022 pour parler de la protection de l'enfance. Bon, 2022, on ne va pas demander d'en tirer une évaluation maintenant. Mais je veux dire, il y a un défaut. Je vous propose de regarder dans les ASH le texte d'Anne Salmon, sur un petit peu une critique de ce référentiel produit par l'HAS. En tout cas, il y a un défaut d'évaluation. Et en tout cas, cette réforme, en tout cas, elle est profonde. Cette réforme des critères d'évaluation, etc., est profonde. Et elle n'est pourtant pas optimisée par un bilan des pratiques sur 20 années, je le disais, d'expérience accumulée en matière d'évaluation, notamment et seulement depuis la loi 2002. Mais on parle d'évaluation dans d'autres secteurs bien avant la loi 2002, depuis les années 80 dans le secteur, par exemple, industriel. Par exemple, autour des démarches qualité et d'évaluation. Et nous, avec Bernard Balzani ici présent, on a donc tenté de réfléchir avec d'autres auteurs, quand on a procédé à un travail d'appel à la contribution, et donc de régulation finalement d'écrits, de travaux de recherche d'autres collègues, on a essayé de travailler à ne plus, comme je le disais en introduction, en tout cas isoler les termes d'évaluation et de participation. On a essayé de construire avec les auteurs quelque chose qui est encore en débat, sur lequel il y a discussion, controverse, mais qui, je pense, fait son chemin, parce qu'avec Bernard, on entre-temps animé, depuis la sortie de cette revue Pensée plurielle en décembre 21, animé des symposiums à droite et à gauche, à Bruxelles et à Rennes, et dans des colloques, ça fait son chemin. C'est-à-dire que l'idée est d'emboîter, finalement, et de décloisonner les enjeux analysés trop individuellement autour de l'évaluation et de la participation, donc d'intriquer, d'emboîter ces deux notions, et de proposer quelque chose qui serait un peu à installer dans les institutions en termes novateurs, mais à installer aussi dans la formation des professionnels de l'action sociale, de l'intervention sociale et autres, l'idée d'un bouclage constant entre ces deux notions de participation et d'évaluation. C'est-à-dire de coproduire l'évaluation et la participation avec les personnes concernées, avec les professionnels et les cadres dirigeants du secteur social. En fait, l'idée étant de ne plus les opposer, de ne plus les considérer comme prisonnières d'elles-mêmes, mais de les articuler finalement, de les emboîter, de proposer un bouclage, mais dès leur conception. Si on parle de participation, comment co-construire avec les acteurs concernés les indicateurs, les objectifs de cette participation pour aller vers de l'évaluation de la participation finalement, etc. Donc, si vous voulez, on souhaiterait proposer plutôt quelque chose de l'ordre, comme c'est écrit sur le diaporama, de l'ordre finalement de logique d'évaluation qui serait des évaluations participatives, ou des évaluations pluralistes, ou des évaluations émancipatrices. Et c'est qu'à partir de là que ça nous semble intéressant pour pouvoir arrêter d'opposer les notions ou concepts. Dans notre affaire avec Bernard, on a proposé quelque chose de nouveau en termes de paradigme,
finalement, on s'est dit, penser l'articulation, c'est proposer un paradigme. À quel niveau? En tentant de dépasser, finalement, les formes d'organisation et les institutions sociales dans leur modalité d'organisation de travail et d'accompagnement des usagers. C'est-à-dire, finalement, comment le secteur social peut s'ouvrir à ces thématiques et peut-être à ce nouveau paradigme. Comment, finalement, les acteurs peuvent coopérer, y travailler. Et se mettre en gymnastique pour créer de l'intelligence collective, pour essayer d'échafauder une articulation entre l'évaluation et la participation. Je ne dis pas que c'est simple, mais c'est une proposition, c'est un modèle. On est bien d'accord qu'on essaye de lancer avec Bernard. Enfin, c'est aussi envisager, ce nouveau paradigme, un nouvel horizon démocratique. Et bien sûr, on voit bien que les enjeux démocratiques se posent actuellement, notamment en termes de démocratie représentative et de démocratie participative. On voit bien, je n'ai pas le temps de détailler sur la question de l'État et de ce qui se passe actuellement, on voit bien que ces enjeux sont importants. C'est pour Bernard et moi donner un nouvel élan à l'action publique. Mais bien sûr que c'est une autre conception des politiques publiques, de l'action publique. C'est peut-être même faire évaluer les politiques publiques voilà, en essayant de les évaluer, en ne pas oubliant de les évaluer et peut-être de faire progresser aussi la dynamique de ces politiques. Et c'est aussi, bien sûr, s'appuyer, et ça c'est fondamental, sur les experts d'usage, c'est-à-dire sur les usagers qui sont devenus des experts d'usage, qui sont détenteurs de savoir expérientiel. Et là, il y a vraiment quelque chose à travailler qui est vraiment important. Finalement, les travailleurs sociaux, pour ne citer que, sont désormais les promoteurs du pouvoir d'agir, de l'autodétermination, de la transformation inclusive des personnes en situation de handicap, de protection de l'enfance ou qui sont atteints par des vulnérabilités ou de la grande dépendance. Ça, nous considérons vraiment cela avec Bernard comme central et essentiel. Du coup, sur la question de l'émancipation versus de l'activation. Voilà. Dans un contexte complexe pour le travail social et l'action sociale, mais je pense également finalement pour le système de santé. C'est vraiment, aujourd'hui, on doit vraiment développer une pensée complexe par rapport à tous ces enjeux. Finalement, bon, les travailleurs sociaux ont des difficultés, souvent ils la verbalisent, à se repérer dans ce vaste mouvement, c'est ce que tu indiquais en partie. Et finalement, ils ont du mal, pour eux-mêmes et pour les dirigeants et pour les populations accueillies, à bien visibiliser et à montrer finalement la qualité de leur travail. Et donc, ils ont des doutes. Ils ont des doutes quant à leur légitimité en tant que régulateurs d'inégalité. Et donc, ils doutent sur leur capacité à être des producteurs de liens sociaux. Et donc, il y a une ambivalence par rapport à ça. Et l'ambivalence, elle a été aussi liée au fait que c'est lié au New Public Management avec la RGPP, la LOLF, tout ce que tu as cité, c'est lié à ces politiques de nouvelle gestion publique qui ont imposé des formes de management particulières, hein, centrées sur le travail, centrées sur l'entreprise privée, qui est venu impacter, bousculer les repères des travailleurs sociaux, et ça les a un petit peu, je dirais, voilà, déboussolés, etc. Bon, donc il y a un manque de repères, il y a une boussole qui a un peu changé, il y a une interpellation sur le sens des valeurs et l'action finalement, ce pourquoi on a été formé, pourquoi on est là, et à profit de qui. Et si, je conclurai là-dessus, si on se réfère aux travaux de Robert Castel, mais pas que de lui, de Manuel Boucher, de Jean-Yves Dartigonave, de Nicolas Duvou, par exemple, on a des auteurs qui nous alertent sur des politiques d'inclusion, des enjeux d'autodétermination, des enjeux d'évaluation participative, des enjeux d'émancipation, mais attention, on peut avoir des logiques d'activation des personnes et du système de protection sociale. Je n'ai pas le temps, mais je pourrais citer de nombreux exemples. J'en ai cité un, le RMI, mais le RSA, si on reprend les travaux de Castel en 2013, il montre très bien que le RSA est une politique d'activation et de contrepartie, parce que quelque chose est proposé, l'État en gros aide la personne, revenu de solidarité active, mais il y a une contrepartie qui est proposée. Je rappelle que tout récemment, il y a une contrepartie forte qui a été proposée. Il y a eu un débat. Ça a été un peu enterré, il y a eu un débat de, finalement, voilà, est-ce que cette personne doit faire 20 heures de travail rémunérée à quel taux, à quelle échelle, voyez-vous? Bon, il y avait une imposition d'un travail. Donc, il y a toujours ces glissements sémantiques qui sont intéressants entre, finalement, l'assistance et l'assistanat. Ça, c'est intéressant dans l'action sociale. Et donc, il y a quand même des logiques d'activation. Je lis simplement Robert Castel. On peut appeler paradigme de l'activation ce nouveau modèle qui reconfigure le champ de la protection sociale.
C'est en fait à une constellation de termes que l'on renvoie ainsi, car on peut parler d'une exigence de responsabilisation, de mobilisation, d'investissement personnel, d'individualisation, de subjectivation, de contractualisation, de logique de projet et de contrepartie. Enfin, il s'agit chaque fois d'impliquer l'individu et faire qu'il s'implique lui-même afin de collaborer à ce qu'on fait pour lui, de telle sorte que sa propre responsabilité soit toujours engagée, y compris dans ses échecs. Il n'y a plus de devoir général assumé par la puissance publique, donc l'État social dont je parlais, d'assurer la protection, mais plutôt une interpellation adressée à tous ceux qui sont susceptibles de se trouver en rupture ou en déficit de solidarité, d'abord qu'ils se mobilisent, avant que la société se mobilise pour eux. Les politiques sociales deviennent ainsi des politiques de l'individu, en un double sens. C'est sur les individus que sont ciblées les interventions publiques, et ce sont les individus qui doivent s'activer pour s'en sortir. Là, il y a des enjeux intéressants. Donc là, il y a quelque chose d'un renversement du rapport. Un renversement du rapport, et la figure de l'expertise, la figure de l'expert travail social est interpellée de toute façon par ces politiques sociales nouvelles, potentiellement d'activation, je peux multiplier les exemples, y compris dans la formation, on a des politiques d'activation. Je m'explique, le CPF est une politique d'activation. Il a transformé fondamentalement l'accès à la formation des professionnels de l'action sociale et d'ailleurs de tout corps de métier. Voilà, je m'arrête là et puis on peut échanger, Bernard, si tu le souhaites, quelques minutes avec la salle. Merci à vous. Alors, on a 10 minutes pour des questions. Alors, des questions qu'on peut peut-être réunir sur les deux interventions. Pas de questions? Pas de remarques? C'était clair? C'était limpide? Percutant, imagé? Nourrissant? Alors, on me dit fatigant. Voyons. C'est le rythme de base hein, que vous découvrez aujourd'hui, peut-être le rythme que vous aurez de 8 h le matin à midi, de 13 h à 18 h, du lundi au samedi ou du jeudi au samedi fin de journée. Ou alors pour ceux qui sont à distance, les nuits complètes chez vous, les week-ends, voilà, pour travailler, intégrer les diverses interventions qui vous sont proposées dans des formats différents. Mais on a 5-6 minutes là pour une prise de parole, un commentaire, une réaction. Avant que je remercie à nouveau Philippe pour son intervention, Gatien pour sa première intervention d'introductif. Alors, une question. Je donne le micro. Merci. Le micro sert que pour la captation. Ok. Alors, entendu. Alors, dans le champ sanitaire, nous avons le Ségur de la santé. Au niveau du social, moi, je voudrais savoir ce que la mission Laforcade pourrait apporter ou a apporté. Moi, je... Pas une autre question. Merci, M. Fols. Si, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus bah, en tout cas, c'est gros sujet dans le secteur sur ces derniers mois. Moi, je ne vais pas vous dire ce que la mission Laforcade a apporté, mais je vais vous parler un petit peu des sujets qui remontent du secteur et des employeurs. Le sujet RH est le sujet numéro 1 que j'entends dans le secteur quand je tourne dans les associations. Hein. Alors avec plein de sujets différents autour de ça. Hein. La question de la valorisation des métiers dans des conventions collectives qui n'ont pas évolué depuis des années. Alors là-dessus, je vais vous donner peut-être une vision, mais qui est pas forcément la plus populaire ni celle qui passe le mieux aujourd'hui. C'est vrai,
les conventions collectives du secteur n'ont pas suffisamment évolué. Ça pose un sérieux problème au secteur avec des employeurs qui n'arrivent pas à recruter sur certaines fonctions, des salariés qui ne restent pas, qui ne se projettent plus dans le secteur. Et on a un vrai problème à régler aujourd'hui, même si les dernières annonces qui datent de cette semaine de rencontres des fédérations employeurs avec le ministère semblent donner des signaux plutôt positifs sur les prochains mouvements qui vont se faire par les pouvoirs publics. Maintenant, là où je vous dis que j'ai pas forcément une... Je trouve que le secteur est peut-être aussi un petit peu responsable de cette situation, puisqu'une des particularités des conventions 66, peut-être plus la 66 que la 51, c'est que la rénovation des conventions, moi j'en ai toujours entendu parler dans le secteur. Ça a toujours été un sujet sur lequel le secteur a été en totale incapacité d'avancer depuis des années. Et pour moi, l'absence de valorisation de la valeur du point, l'absence de volonté des pouvoirs publics de faire bouger les conventions collectives est une réponse de l'État à un secteur qui n'a pas su se réformer en interne aussi. Je pense qu'il y a aussi de ces éléments-là. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, voilà, je ne peux pas aller dire ça à quelqu'un aujourd'hui qui est embauché dans le secteur et si on prend les grilles qui est payé en dessous du SMIC. Les gens qui rentrent aujourd'hui dans le secteur n'entendront pas les choses de cette manière-là. Donc, enjeu majeur, franchement, dans le secteur. Enfin, moi, j'ai vu des établissements qui étaient obligés de s'arrêter de fonctionner ou des services qui étaient obligés de s'arrêter de fonctionner parce que problème RH, problème de recrutement et de capacité à mettre les bonnes compétences au bon endroit. Et du coup, je pense que ce n'est pas qu'une question non plus de salaire. Ce n'est pas qu'une question de rémunération. Il y a un autre sujet dans le secteur qu'il va falloir qu'on investisse, c'est le sens donné à nos métiers et la valorisation des métiers de l'accompagnement. Parce que même, moi je suis assez étonné de voir le peu d'effets finalement qu'ont eu les revalorisations salariales dans le secteur qui étaient pourtant attendues depuis des années. Ça fait des années qu'on veut et qu'on doit revaloriser nos conventions collectives. On amène l'équivalent du Ségur, c'était combien ? 183. Et ça a été presque un non-événement dans le secteur. Alors, les gens étaient contents de voir ça sur leur bulletin de salaire, mais quand je vois les attentes qu'il y avait par rapport à ça dans le secteur depuis des années, finalement, on est passé un petit peu à côté du sujet. Et je pense qu'il y a quand même un autre sujet sur la valorisation de ces métiers-là. La valorisation des métiers de l'accompagnement, de la vulnérabilité dans la société française. Alors je peux vous prendre des exemples, mais moi j'ai vu il y a quelques années, parlons-en de la valorisation, une équipe de masse, maison d'accueil spécialisée, qui avait tellement perdu le sens de son action et qui était désormais tellement dans l'incapacité de valoriser son métier, il s'était auto-proclamé serpillothérapeute. Vous vous rendez compte la vision que j'ai de mon métier quand je commence à me voir comme ça? Et c'est pas les pros qui étaient responsables. Établissement dysfonctionnant pendant quelques temps, pas dirigé, à basculer trop d'un côté et pas de l'autre, et on perd complètement le sens de son action. Je reprends l'exemple de tout à l'heure. Moi, je deviens tétraplégique, je veux pas des serpillothérapeutes pour s'occuper de moi, quoi. C'est un vrai travail à temps plein de s'occuper d'une personne, et peut-être encore plus si elle est vulnérable. Peut-être encore plus en termes de technicité et de métier qu'il faut être capable de valoriser. Je voulais juste rebondir sur le fait que vous ayez dit que c'était un non-événement, le Ségur, dans le cadre du secteur social et médico-social. Il y a eu un événement, c'est l'inégalité entre les services administratifs généraux, les directions, même les directeurs, par rapport aux professionnels en contact avec le public, qui eux l'ont eu et certains l'ont pas eu. Et ça, c'est un vrai événement. Qui pose une vraie difficulté d'ailleurs au fait qu'on s'en réjouisse pas trop parce qu'il y a une collègue d'à côté qui ne l'avait pas, y compris certains métiers comme les ASI à qui on explique depuis des années qu'il faut qu'ils évoluent vers des fonctions de maîtresse de maison, que tout le monde est acteur de l'accompagnement dans les établissements. Et peut-être effectivement que ça a participé à étouffer un peu l'optimisme qu'on pouvait avoir autour des décisions. Donc le sujet n'est surtout pas clos aujourd'hui. Non, exactement. Ouais. Un ou deux derniers propos, si vous voulez bien, ou pas. Et là, il est 12h45. Donc on s'arrête là. Encore une fois, merci à vous deux.